toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans ce journal sur Antenne A. Dans ce journal, nous aurons comme invité M. Eliezer Botoli, qui est coordonnateur fédéral de l'association Vision Fati au niveau de Lukunga, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue dans ce journal. Bonjour, présentateur. Je suis très ravi de m'inviter pour partager une pensée spéciale et particulière à ce jour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons commencer ce journal avec l'Assemblée nationale qui a procédé à la validation de 10 nouveaux députés, de mandat des 10 nouveaux députés et proroger l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et d'Elituri. Dans son mot d'ouverture du haut du perchoir de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe s'est donné un bref rappel historique du combat mené par le prophète Simon Kimbangu, dont l'éveil de la conscience, les mettant ainsi au rang du précurseur de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Et puis une autre information à présent, rédévabilité oblige. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, a tenu un traditionnel briefing jeudi à Kinshasa avec en ligne des mises l'appropriation du génocide, mieux du génocide congolais par tout le Congolais de la RDC en compagnie du directeur général adjoint du FONAREV et du président de son comité scientifique. Le ministre et ses hôtes ont, à travers ces briefings, condamné ces différents crimes perpétrés en République démocratique du Congo. Au cours du briefing de ce jeudi 3 avril, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembwe, Kevin Ngunga, DGA du FONAREV et le professeur Makaya, qui pilote le comité scientifique au sein du FONAREV, sont revenus essentiellement sur différents massacres perpétrés en RDC. La nuance qui existe entre les concepts génocostes et les génocides. L'appropriation du génocide par tous les Congolais, mais aussi et surtout sur la table ronde sur les génocostes dont les rideaux ont baissé le même jour, soit le jeudi 3 avril. De manière synchrone, toutes ces personnalités ont donné de la voix sur l'épineuses questions des génocides tout en condamnant les procès des ennemis de la RDC qui massacrent les paisibles citoyens sans aucun remords en vue de tirer profit du sous-sol de la République démocratique du Congo. On ne va pas mettre sur la balance les souffrances des uns et des autres, mais chaque calvaire vécu par un peuple à un moment précis mérite d'être reconnu et mérite la solidarité de tous indistinctement, que vous soyez rwandais ou que vous soyez congolais. Cela doit être bien compris. Et le professeur Makaya du comité scientifique a donné à des termes clairs des explications sur la nuance qui existe entre les concepts génocostes et les génocides. Les génocostes constituent une rupture avec les silences assourdissants face à la tragédie humaine que vit le Congo depuis plusieurs décennies. Vous savez, dans ces pays, il y a plus de 10 millions de morts, près de 7 millions de déplacés internes, des vies fauchées, des enfants désorientés, des femmes violées systématiquement, des femmes enterrées vivantes. Mais face à tous ces massacres, qu'est-ce qu'il y avait en face? Rien du tout. Toutes ces victimes étaient réduites au silence. Les génocostes permettent de faire une rupture avec ces silences. Ensuite, le génocostes permet de remonter dans la surface les massacres, l'histoire des massacres en République démocratique du Congo, ce qui permet de réfléchir sur les causes et même les conséquences de tous ces massacres. Les DGA du FONAREV n'ont à lui peint un tableau clair sur les FONAREV et ses différentes actions menées en vue de venir en rescousse aux victimes des affres de la guerre. Il y a eu plusieurs éléments qui ont été mis en œuvre, notamment la promotion des droits des victimes et qui également a conduit à la création notamment du FONAREV et également à la mise en place d'une journée, à l'institution d'une journée nationale du génocide. Et l'objectif de ces tables rondes était justement de pouvoir permettre à ce qu'il y ait une appropriation collective de ce qu'est le génocide. Eu égard à ce qui précède, un colloque international sur les génocostes s'adressait au mois de juillet en vue d'éviter l'omerta collective et de porter haut la voix de la République démocratique du Congo.
Ouverte depuis mardi dernier au Centre culturel et artistique des pays de l'Afrique centrale. La table ronde du Fonds national de réparation des victimes de conflits a été clôturée le jeudi dernier. Ces cadres d'échange avaient pour but de sensibiliser les Congolaises et Congolais à s'approprier du Génocoste. Suivez. Ayant rassemblé plusieurs personnalités venues de tous les horizons, cette table ronde inclusive a permis de formuler des recommandations et stratégies majeures pour promouvoir l'appropriation du Génocoste au niveau national avec une reconnaissance sur la scène internationale. Se félicitant du partenariat signé entre le FONAREV et le système des Nations Unies, la première ministre Judith Suminwa est revenue sur les besoins fondamentaux des victimes. Ce partenariat marque le lancement d'un programme stratégique de réponse à la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il vise à protéger et à réparer les droits de toutes les victimes de la guerre d'agression dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, y compris les enfants profondément affectés par ces crimes. À travers ces partenariats, le gouvernement s'est engagé à trouver des solutions durables avec le concours de ses partenaires. De leur côté, le directeur général du FONAREV, Patrick Efata, et les coordonnateurs résidents du système des Nations Unies en RDC, Bruno Lemarquis, ont remercié le chef de l'État pour sa détermination à instaurer une paix durable en RDC et à assurer la protection des populations victimes des violences sexuelles liées au conflit. Il faut dire que cette stratégie s'étend en tous les domaines et marque une avancée notable en ce qui concerne les devoirs de mémoire et la volonté des Congolais de rendre un hommage digne aux milliers de compatriotes morts dans ces conflits. Parlons dans ce journal de la deuxième réunion du comité de pilotage du projet d'appui à la connectivité et du transport qui a eu lieu mercredi. C'est le ministre d'État Alexis Guizaro qui a conduit cette réunion tenue au secrétariat général aux infrastructures publiques. De travail et budget annuel de l'exercice 2025 du projet d'appui à la connectivité et au transport a été validé ce mercredi 2 avril 2025. C'était au cours de la deuxième réunion du comité de pilotage de ce projet structurant pacte financé par la Banque mondiale, mis en œuvre sur 15 ans en 3 phases et qui vise à connecter le centre de la RDC à sa partie est. Plusieurs ministères entrent en compte dans ce projet, le transport, le plan, les finances, le PTN et les ITP. Le ministre d'État, ministre des ITP qui a conduit cette réunion aux côtés de son collègue de PTN-TIC, Kibasa Maliba, a eu une pensée pieuse à la population de l'Est, victime de l'agression rwandaise, mais aussi parmi les bénéficiaires du projet Pacte. Alexis Guizaro est revenu par ailleurs sur l'importance de la mise en œuvre de ce dernier. Ce projet dont l'objectif effectivement est de connecter la partie centrale de notre pays, en particulier les 2 provinces du Kasaï oriental et de la Lomami, à la partie est de notre pays. Et donc, il s'agit là d'un projet structurant pour lequel nous devons tous avoir une attention soutenue pour sa mise en œuvre. Nous avons passé de longues années dans la préparation de ce projet. Il est temps aujourd'hui qu'il y ait effectivement des réalisations sur terrain. Donc, cette année 2025 sera consacrée à l'avancement effectif des travaux sur terrain. Ce projet vise à construire une route en 2x2 cette fois-ci. Jusqu'ici, la plupart des projets c'était en 2x1, mais cette fois-ci c'est un projet qui va se réaliser en 2x2 pour pouvoir rejoindre les standards régionaux, internationaux en ce qui concerne les corridors. Ces 3 phases, nous sommes actuellement dans la première phase avec ces 2 tronçons, Mbujima et Kabinda Banga, et puis Kanyabayonga Butembo. L'un pour 280 km et l'autre pour 160 km. Le coordonnateur de la cellule infrastructure, Billy Chibambe, s'est réjoui de la validation de ce budget 2025 qui ouvre la voie à l'accélération des travaux sur le terrain.
cette session a été conclue par l'approbation effective de ce programme et ce budget qui se chiffre à environ 160 millions de dollars. Et bien sûr, il y a eu des recommandations qui ont été formulées par leurs excellences et aussi les autres parties prenantes. Des recommandations qui portent plus sur l'accélération de la mise en œuvre effective des activités. Au courant de cette année, en ce qui concerne le contrat routier, les contrats sont en place. Donc, les entreprises ont déjà mobilisé les moyens. Cette année, ce sera l'exécution effective des travaux sur terrain avec une montée en puissance. Bien sûr, ce budget de 2025 prévoit aussi d'autres activités qui sont prévues en termes d'appui au secteur du numérique et des transports. Le pacte 1 vise notamment les bitumages et la pose des fourreaux de la fibre optique sur les tronçons Bujimaï, Cabinda Mbanga et Butembo Kanyabayonga, ainsi que l'amélioration et la protection des infrastructures de l'aéroport de Goma. Voilà, je reviens à vous, Eliezer Boutoli. Je rappelle que vous êtes coordonnateur fédéral au niveau de l'Ukunga de la Vision Fachi. Avec vous, nous allons parler de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Alors, plusieurs choses se sont passées récemment. Il faut d'abord commencer par parler de l'annulation du dialogue qui devait se tenir entre le gouvernement congolais et le 23. Il faut ensuite parler de du fait que l'Angola a voulu renoncer à la médiation de ces conflits. Il faut aussi parler de la rencontre du président Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Doha. Et la dernière chose, actuellement, on parle du retrait de rebelles de l'AFC M23 au niveau de quelques zones qu'ils ont dû occuper depuis un certain temps, notamment Walika, les centres. Qu'est-ce qu'il faut dire à présent? Quelle analyse faites-vous de cette situation? Par rapport à cela, le chef de l'État avait dit nous rentrons au processus de Luanda et Nairobi, à qui on appelle le M23, les rebelles de M23. Ils sont en train maintenant de respecter les accords et le procédure de Rwanda, le procédure de Nairobi et Luanda, au programme de DDR, des armements et des mondialisations de réintégration, à qui nous appelons le M23 et Nanga, de venir de déposer des armes, d'être insérés au système du pays. Voilà, pour vous déposer les armes, et c'est là le président de la République a initié une approche, celle de vouloir former un gouvernement qui mettrait fin à cette situation, à cette crise. Et on appelle ça le gouvernement d'union nationale. Les consultations ont déjà débuté. Le chef de l'État avait lancé la balle à tout. Il a lancé la main à tous les opposants parce que le pays est en danger. On a besoin de l'intégration, de l'intégrité nationale. On a besoin, face à la crise qu'on fait, à la crise qui est devant nous, on a lancé l'appel à tous les Congolais et Congolaises de venir qu'on gouverne ensemble pour un bon fonctionnement du pays et l'avancement. C'est par rapport à cela à qui on aura dans les jours à venir un premier ministre qui viendra de l'opposition républicaine. Pensez-vous que ces prochains gouvernements soient à mesure de faire face à cette situation? Oui, on aura un premier ministre à qui va relever les défis, à qui sera capable de nous unir, à qui sera capable de relever les défis des sociopolitiques et économiques de ce pays pour un bon avancement et amélioration de la vie sociétale. Donc vous pensez qu'il faut un autre Premier ministre en remplacement de Judith Suminwa? Soumina ou un autre ministre, on a besoin de l'émergence, on a besoin du progrès. Voilà, et puisque cette idée, cette approche, il s'agit notamment de faire appel aux membres de l'opposition, le figure majeure qui n'ont pas encore répondu à cette invitation, qu'est-ce qui arriverait? Non,
On a vu d'autres opposants. On a vu l'FCC a été représenté par Maître Janou Pépé. On a vu aussi l'ensemble... Qui n'est pas du tout reconnu. Il est reconnu. Il est reconnu. L'image d'abord de Maître Janou Pépé, ça montre, c'est une figure reconnue dans ces pays, dans la scène politique, à qui ça montre déjà la jeunesse de FDP, la jeunesse de FCC veut maintenant travailler et servir le pays. Par rapport que nous appelons tous les jeunes, tous les partis qui sont restés, de venir être consultés et on formera un gouvernement à qui ils vont travailler, sera là capable de relever les défis sociétal. Vous êtes de l'association Vision Faty, une ASBEL qui est dirigée par Géco Béa, un membre du parti au pouvoir aussi. Quel est votre apport par rapport à tout ça? Nous, l'ASBEL Vision Faty, nous soutenons le chef de l'État avec ce qui est en train de prôner ici la paix et l'intégrité nationale, à qui nous appelons les jeunes. Et nous montrons aux leaders politiques qui sont dans l'opposition de venir qu'on travaille ensemble pour l'intégrité nationale. À qui nous faisons même appel au chef de l'État, qui jette, comme Jacob, c'est un homme à qui il est administrable. Pourquoi il peut occuper aussi un poste comme ministre de la Jeunesse, à qui il maîtrise la jeunesse très bien de toutes tendances confondues. Eliezer Botoli, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes coordonnateur fédéral au niveau de Lukunga de la Vision Faty. Merci d'être là. Pour poursuivre ce journal, on parle à présent du docteur Akamituna Ndolo Philippe, qui est le nouveau gouverneur de la province du Kwilu, originaire du territoire de Bagata. Secteur de Wamba, médecin de formation et des carrières et plusieurs fois ministre au niveau de Bandundu. Découvrons-le dans ce portrait brossé par Mandi Kouyala. Élu gouverneur avec un grand écart par rapport aux autres candidats, Dr Akamituna Ndolo Philippe est originaire du territoire de Bakata, secteur de Wamba, village Kisibu dans la province du Kwilu. Né à Kinshasa en 1963 et député provincial de la circonscription électorale de Bakata avant son accession au gouvernorat. Il est marié à Marguerite Kisumbu avec qui il a eu 4 enfants. Après ses études primaires et secondaires passées respectivement à l'école primaire Ndjili pour les premières et à l'institut de Ndjili pour le deuxième, il s'est lancé dans la médecine à l'université de Kinshasa, formation sanctionnée par un diplôme de docteur en médecine, branche chirurgie et accouchement. En vue de développer ses capacités et compétences, quelques années plus tard, Philippe Akamituna s'est inscrit à l'école de santé publique de l'université de Kinshasa, où il a décroché les diplômes de spécialité en santé publique. Contrairement à nombreux de ses collègues, Jean-Philippe Akamituna a choisi d'honorer sa province d'origine, le Kwilu, où il a travaillé pendant environ 30 ans en assumant successivement les fonctions de médecin directeur de l'hôpital de Moussango, médecin chef de zone, médecin des districts de Kwango, médecin coordonnateur provincial du programme élargi des vaccinations du Grand Bandundu, médecin chargé des préventions du PNMLS, ministre provincial de la santé, agriculture, environnement et de l'EPST dans le Grand Bandundu au sein du gouvernement Richard Ndambo. Jean-Philippe Akamituna a été plusieurs fois conseiller et directeur de cabinet des gouverneurs des provinces. Enfin, en 2018, il a été élu député provincial de la circonscription de Bakata. Il sera réélu dans la même circonscription en 2023. Enfin, le mercredi 2 avril 2025, il a été élu à la tête de l'exécutif provincial du Kwilu avec 28 voix. Il succède ainsi à Willy Ichundala. Son colistier, le professeur Espoir Masaki de l'UDPS, occupera le poste de vice-gouverneur. Dans sa première déclaration après son élection, Philippe Akamituna a promis de se mettre pleinement au service de la population du Kwilu, confrontée à plusieurs difficultés. Il a donc du pain sur la planche car il devra relever plusieurs défis devant lesquels ses prédécesseurs ont fléchi.
Prenons à présent la direction de la province du Lualaba, où le ministre de la Culture et des Arts, Simon Fana Masungu, a reçu un échantillon de membres de l'Union des écrivains du Congo, sous-section du Lualaba, conduit par son président Paul César Mabende. La rencontre a porté sur la remise des documents clés pouvant permettre le fonctionnement et la gestion de cette structure, notamment le statut et la personnalité juridique. Suivez. Membre qui compose l'Union des écrivains du Congo, sous-section du Lualaba, a été reçu ce jeudi 3 avril 2025 par le ministre provincial de la Culture et des Arts, Simon Fana Masungu Seiza, avec à sa tête Paul César Mabende. Ces derniers sont venus déposer quelques documents qui leur permettent de gérer cette association, entre autres les statuts et la personnalité juridique. Faisant d'une pierre deux coups, Paul César Mabende a également présenté un bon nombre de projets qu'il compte réaliser cette année. À en croire ces derniers, la démarche vise à mettre de l'ordre dans cette association. Nous sommes venus voir le ministre des tutelles et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des documents que nous devrions en tout cas lui déposer. C'est entre autres les statuts de notre union, les statuts au niveau national, et aussi la personnalité juridique qui gère notre association, et lui parler également de différents projets que nous comptons réaliser au cours de cette année civile. Nous avons rencontré une oreille très attentive auprès de l'excellence. Il nous a dit qu'il allait nous accompagner dans ce que nous comptons faire, d'autant plus que nous sommes en possession de la personnalité juridique. Comme vous le savez, une personnalité juridique suppose que tout ce que nous poursuivons comme objectif doit être imposable même aux tiers. Donc, question de remettre de l'ordre un peu dans ce secteur, conformément aux dispositions qui sont stipulées dans cette personnalité juridique et dans nos statuts. Donc, brièvement, nous avons été très écoutés par l'autorité qui nous a promis son accompagnement. Le ministre Simon Fana Masungu Seiza a, pour sa part, promis un accompagnement du gouvernement Masuka aux différents projets de cette association. Quelques œuvres ont été remises au ministre provincial de la Culture. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez un autre point sur l'actualité à 12h juste. Au revoir.